Salam alaikum Hakima. Alaykoum salam, Sama. Je suis ravi déjà de faire ce petit podcast avec toi. Bah écoute, Ok. ravie de même, depuis le temps qu'on devait le faire C'est et clair, tout est juste et parfait. c'est Donc incroyable, c'est que hein. ça devait se faire On, maintenant. on- on en avait parlé, on en avait parlé il y a un mois, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait quelques Ouais, c'est temps ça. Ouais. qu'on devait le faire. Bon, Bah, je suis ravie, merci pour l'invitation, ça me touche avec beaucoup. plaisir. Plaisir partagé en tout cas et ça fait ouais. Donc et du coup, enfin, le but un petit peu de ce podcast, tu as bien compris, c'était enfin, j'ai une partie sur l'installation au Maroc où justement j'ai les témoignages pour moi de personnes qui sont déjà installées sont importants pour que les gens puissent se projeter Mhm. à se dire, ben, cette personne-là l'a faite, pourquoi pas moi? Au moins ouvrir des brèches et pourquoi pas demain elles le feront de eux-mêmes avec ou sans mon aide. C'est ça l'idée. Moi, ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît, ça fait un petit peu, ça fait 6 mois. Et du coup, je sais que tu t'es installé il y a plus de 3 ans, c'est ça? Si C'est je dis pas ça, de ouais. bêtises. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta transition personnelle, professionnelle entre la Belgique Mm. et Marrakech? Alors déjà, bravo pour ce que tu fais, pour ce que tu entreprends. Ça va aider, Inch'Allah, beaucoup de personnes. Donc ça, c'est vraiment top. Je pense que les gens en ont besoin d'avoir d'avoir un repère en fait ici au Maroc pour être informé et pour être accompagné au mieux. Donc bravo pour ce que tu entreprends. Merci. Et puis ben, par rapport à mon histoire, c'est que ben, je suis maman de 2 enfants. À côté de ça, j'ai été prof de nutrition pendant plus de 10 ans. Donc initialement, je suis diététicienne, je suis dans la diététique, mais je me suis orientée vers ben, la voie finalement d'être fonctionnaire pour avoir cette sécurité de l'emploi et pour pouvoir profiter finalement aussi ben, on va dire, du fait que j'aimais enseigner et puis aussi du fait qu'il y avait ces congés qui me permettaient ben, de m'occuper de mes enfants, puis de développer aussi un autre projet en parallèle. Et donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que salariée. Et le déclic, en fait, par rapport à cette installation au Maroc, ça a été en 2014-2015. 2014-2015, je redécouvre le Maroc différemment. Vraiment, euh, on avait l'habitude de venir en vacances en famille. On allait dans le nord du Maroc, c'était déjà pas mal. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas l'autre partie du Maroc. Et en 2014-2015, je commence à venir bah, justement à Casablanca. Je vois en fait que finalement, le quotidien des Marocains de la classe moyenne, on va dire, bah, c'est un quotidien qui me plaît bien, tu Ouais. vois, c'est un lifestyle qui me plaît bien. Et moi, bah, en tant que maman, à ce moment-là, mes enfants, ils étaient encore petits. Et je me disais, mais ah ouais, j'aimerais trop avoir ce lifestyle, en fait. Tu sais, C'est quel type de lifestyle? Tu alors peux le décrire un petit peu? lifestyle, c'est que même si les personnes, ce sont des personnes qui travaillaient, bah, c'est très simple, mais le soleil, déjà, de deux, bah, tu as toutes les facilités au niveau du personnel. Voilà, il faut être honnête. Le personnel, avoir une femme de ménage. Moi, j'avais 2 enfants, je travaillais à temps plein. Et donc, bah, il fallait s'occuper de la maison, s'occuper du travail. J'avais envie de développer aussi un projet entrepreneurial à côté. Et D'accord. je me sentais débordée. Et quand je venais au Maroc, je me disais, ah ouais, en fait, ici, il y a quand même pas mal de facilités. Et en plus, le cadre, il est beau. Je me dis, mais en fait, on m'a menti sur le Maroc. C'est quoi cette histoire? Et donc, j'ai vraiment redécouvert le Maroc à ce moment-là. Et là, la graine, elle a été semée à ce moment-là, où j'ai commencé à me dire, ouais, je rêve. En fait, c'était un rêve. Ouais. C'était pas un projet. C'était vraiment un rêve de me dire, un jour, peut-être, j'irai m'installer au Maroc et ça serait génial. Mais le moyen, tu vois, le comment, on va dire, c'était pas possible à ce moment-là. Tu vois, j'étais salariée, Ouais. mes enfants étaient petits. Euh, pour moi, c'était pas possible. Et donc, la transition, je te laisse Ouais. En répondre. fait, et qu'est-ce que tu as actionné, toi, justement, pour faire passer ton rêve en projet? Alors, l'entourage. Franchement, l'entourage, il a un impact tellement puissant sur nos pensées, sur notre manière de nous comporter, sur les rêves qu'on va avoir et le fait qu'on va finalement, bah, comme tu dis, enclencher des actions. Parce qu'à partir du moment où tu t'entoures de personnes qui entreprennent, de personnes qui sont expats, parce
Parce que j'avais aussi la chance d'avoir à l'époque une cousine qui s'était installée à Casablanca. J'avais des amis qui s'étaient Oui. installés également, avec qui j'étais très proche. Et donc, le fait de m'entourer de ces personnes-là, ben, finalement, ça a cassé aussi des barrières, tu vois. Parce que Des barrières limitantes qu'on se fait et qu'on s'est créées tout au long de notre vie. c'est ça. Parce que quand tu vois des personnes loin, tu dis, ouais, elles y arrivent. Toi, tu trouves des excuses. Hein. Bien sûr. Mais quand ce sont des personnes qui sont proches, tu dis, bah, si elles y sont arrivées, bah, ça t'inspire, en fait. Et donc, inconsciemment, ça m'a fait sauter des barrières. Et puis, bon, après, il y a eu tout un cheminement. Je veux dire, l'idée, elle a germé en 2014-2015 et je suis partie en 2020-21. D'accord. Tu vois. Ok. C'est vraiment en 2021 que je suis venue m'installer avec mes enfants. Donc, il y a eu tout un parcours, tout un apprentissage. Surtout, franchement, au-delà de l'argent, ça a été beaucoup le mindset. C'est ce que j'allais M'entourer dire. de personnes dans la même démarche Exact. et le mindset. Comme on dit, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente. Exactement. Et ce que tu dis est très fort parce que même moi, dans mon quotidien d'entrepreneur, vu que je suis entouré que d'entrepreneurs avec les mêmes problématiques que moi, les mêmes ambitions que moi, et ben en fait, je me dis que je suis dans la bonne voie, Exact. tout simplement. Et c'est quand on parle d'actionner les choses, c'est que inconsciemment, on s'inspire aussi des personnes que l'on rencontre, qu'ils soient millionnaires ou pas. Exact. Ça, même une personne qui vient juste de démarrer son activité t'inspire par rapport à ses compétences, par rapport à sa façon de penser, par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'elle est. Et c'est super. Hein. Et moi, je trouve ça hyper enrichissant d'être entrepreneur en plus au Maroc. C'est des challenges qu'on se donne parce que faut le dire, hein, c'est pas facile tous les jours. Bien sûr, c'est challengeant, c'est un défi. D'ailleurs, même les mots qu'on va utiliser, tu vois, tu utilises, et c'est là où on voit le mindset de l'entrepreneur, c'est que tu utilises le mot défi, Ouais. le mot challenge et pas le mot problème. Tu sais, après, je critique pas parce que franchement, pendant 10 ans, j'ai été dans le salariat. Et à un moment donné, en fait, ce qui a été mon déclic, c'est le fait d'observer, en fait, d'observer mes collègues, d'observer le milieu dans lequel j'étais et de me dire, OK, Hakima, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, en fait? Là, tu as 30 ans, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux rester dans ce milieu-là? Et il y a pas c'est pas péjoratif, Oui. c'est juste un choix personnel. Qu'est-ce que moi je veux? En fonction de mon histoire, en fonction de mes projets, de sûr. mes envies, de mes désirs, qu'est-ce que tu veux? Et quand je voyais, alors il y a des profs très passionnés, mais j'en voyais aussi qui n'étaient pas passionnés, qui n'étaient plus passionnés, qui devenaient aigris. Et en fait, je me disais, mais est-ce que tu n'es pas en train d'emprunter ce chemin-là finalement? Parce que moi-même, tu vois, je peux pas les critiquer, parce que moi-même, je commençais à tourner dans cette spirale Négative, on va dire, entre négative, guillemets. ouais, où je me C'est plaignais ça. tout le temps, j'allais métro, boulot, dodo, à critiquer tout ce qui bouge, critiquer la direction, critiquer le système. Et au final, bah, c'est pas du tout pragmatique, parce que ça t'avance à rien, en fait. Exactement. Mais généralement, quand on est salarié, quand on commence à se plaindre de notre quotidien, de la manière dont on vit, parce que c'est métro, boulot, dodo déjà, et ensuite, quand on commence à se plaindre de l'entourage, que ce soit nos collègues de travail, la direction, des choses comme ça, mais en fait, le problème, c'est nous. C'est Exactement. qu'entre guillemets, on se voit plus dans cet environnement-là. Et au lieu de ruminer, de critiquer, de venir au travail à reculons, mais il faut un petit peu aller dans cette zone que moi j'appelle, il y en a qui l'appellent la zone la zone de confort. La zone de confort, sortir de de la sa zone de ouais. confort, pardon. Mais moi, je l'appelle la zone de génie. Mhm. Pourquoi j'appelle de la zone de génie? C'est parce qu'en fait, c'est là où on se développe humainement, de manière générale, pour moi. Oui, après, et vraiment, je tiens à le souligner, c'est pas péjoratif. Il y a des gens qui aiment être salariés et c'est Exactement. OK, en fait. Moi, c'est perso. Ça veut dire que je ne voulais plus, tu vois. Et il y a des gens qui sont épanouis, ils sont heureux et c'est ce qui compte. Mais moi, la question que je me suis dite, tu vois, je me suis dit, attends, soit tu restes là et t'assumes et t'es contente et t'es heureuse tous les jours d'aller au boulot, L'acceptation. t'es dans D'être là, l'acceptation, voilà. tu vois, et c'est OK. Soit, à un moment donné, tu dis non, je suis responsable et j'arrête d'agir comme une victime. Ouais. Parce que finalement, tu sais, Oussama, la souffrance,
enfin la souffrance, plutôt la douleur, en tant que victime, elle est beaucoup plus impactante, elle est beaucoup plus douloureuse que finalement quand tu es responsable. Quand tu es responsable, il y a aussi de la douleur. Ouais, tu es responsable, tu deviens entrepreneur, tu as des choses à Bien gérer. sûr. On Donc, l'accepte aussi. on l'accepte, c'est un choix. Et là, tu n'es plus victime de la situation, tu n'es plus en train de subir, mais c'est toi qui es l'architecte en fait de ta vie. Et moi, je dis ta santé aussi, c'est une phrase Bien que sûr. j'aime dire. Euh, Ça, c'est encore un autre domaine en lien avec mon activité professionnelle. Mais donc, soit tu choisis de subir, soit tu choisis d'être aux commandes. Et moi, à un moment donné, j'ai dit, j'arrête d'être la victime. Et là, j'ai envie d'être aux commandes. Là, ça y est, stop. Et donc, ça a été tout un cheminement. Et en 2020, la période Covid, pour moi, elle a été décisive. Vraiment. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi. Moi, cette période Covid, je l'ai vécue comme toi. J'étais soignant à cette époque-là. OK. Et On a pas mal de points en commun. ouais, j'étais soignant à ce moment-là. J'ai vu autour de moi l'environnement négatif dans lequel on nous a mis, entre guillemets, à l'hôpital. Je travaillais dans un centre de rééducation qui est un centre de rééducation très, très connu dans ma région. Mais je n'avais plus ce truc-là de me dire que je suis utile. J'avais l'impression d'être inutile dans mon travail. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment être inutile ou est-ce que c'est vraiment moi, je me sens plus à cette place-là? Ouais. Tu vois? Je me souviendrai toute ma vie, j'étais à fin de Covid, ça y est, on avait enlevé toutes les barrières et tout ça. J'ai mon cadre de santé qui me convoque et qui me dit, écoutez, Oussama, on veut vous embaucher en CDI. Et je te promets, Hakima, tu me dis, il y a 50 ça, j'aurais accepté de suite parce que je te cache pas qu'il y avait des avantages financiers, il y avait des avantages même dans l'administration qu'avec un CE vraiment calibré, quelqu'un d'autre aurait accepté. Mais en fait, je l'ai regardé, je me suis dit, non, il faut que je fasse autre chose. Ça a été le déclic. Non, il faut que je fasse autre chose. Je me suis dit non. Et en fait, il y a eu aussi un événement important dans ma vie à ce moment-là, c'est que je venais d'avoir ma fille. OK. Et, et inconsciemment, dans ma tête, je voulais pas donner cette image-là à mes enfants. Je sais pas si tu comprends un petit peu ce que j'essaie. Ça fait écho, mais je te laisse terminer parce que sinon je vais te couper à chaque fois. Ça fait écho. Et en fait, je veux aujourd'hui, je veux juste dire à mes enfants et que mes enfants me voient en me disant, ben, papa, il a fait ça, je peux le faire aussi. Exactement. Exactement. Et ils nous imitent. Moi, quand je travaille dans mon bureau, j'ai un bureau à la maison, mon fils, il ouvre la porte à chaque fois. Papa, tu travailles? Il a quel âge? Il a 2 ans et demi. Ah, trop mignon. Papa, tu travailles? Et je le mets sur mes genoux. Je lui dis, regarde, papa, il fait ça, il travaille, ça, c'est pour faire ça. Bon, il ne comprend pas, il a 2 ans et demi. À cet âge-là, ils absorbent tout. Mais ils absorbent tout, Exactement. tu as tout dit. Et juste ce truc-là de me dire, mon fils, il me voit derrière un ordinateur maintenant et il me dit, papa, tu travailles. Et bien juste ça. De la maison en plus. Et de la maison. Ouais. Et juste ça, il se dit quoi? Il se dit, ah ben moi, je veux faire comme papa et mieux que lui. Bien sûr. C'est ça que j'essaie d'aller chercher. Parce que faut dire, nos parents, quand ils sont arrivés, enfin pour ma part en France, c'était pas tout rose. Même mes grands-parents, c'était pas tout rose. C'était compliqué. C'était dur. Voilà, pas pour faire pas envie de critiquer ou quoi que ce soit, mais c'était quelque chose. Moi, j'ai vu mon grand-père aujourd'hui, il a des problèmes d'audition, il a des problèmes de genoux. C'était un combat. C'était un combat quotidien. Il partait le matin à 6 h du matin, il revenait à 21 h. Pareil pour mon père et tout ça. J'ai dit, mais attends, j'ai une prise de conscience à l'adolescence. Je me dis, attends, mon grand-père, il a galéré. Mon père, il a galéré. Maintenant, ça va, mon père, il a un bon poste et tout ça. Je les ai vus. Et je me suis dit, eux, ils nous ont déroulé le tapis rouge. Et je me suis dit, moi, il faut que je fasse mieux qu'eux. Exactement. Pas de cet esprit de compétition, mais juste, on ne donnera jamais on donnera jamais ce qu'on doit à nos parents. Bien sûr. Parce que voilà, c'est tout l'or du monde, même plus. Ouais, ça n'a pas de, ça n'a même pas de prix. On peut
Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, Oussama, il faut que tu sois quelqu'un. Quelqu'un, pas dans le médiatisé ou quoi que ce soit, pas dans la célébrité, mais il faut que je mette ma pierre à l'édifice dans ma vie parce qu'on est tous nés pour comment dire, On est missionné. on est missionné. On a ce truc-là on n'est pas sur Terre pour rien. Il n'y a pas de hasard. Exactement. On a tous une mission, on a tous une zone de génie, comme tu l'as dit là tout à l'heure, et ça fait vraiment écho en moi ce que tu as raconté par rapport à tes enfants, par rapport à tes grands-parents, tes parents, parce que c'est vraiment c'est pareil dans le sens où nos parents, enfin moi c'est mes grands-parents qui sont arrivés en Belgique dans les années 60, Pareil. donc je suis issue de la 3e génération à Bruxelles, pardon. Et je me disais, en fait, ils se sont battus. Et quand ma grand-mère me raconte, ma grand-mère qui est encore vivante, c'est la seule qui est encore vivante, quand elle me raconte les péripéties de mon grand-père, qui est né, enfin, ils ont vécu en Algérie aussi, donc, les allers-retours entre l'Algérie, le Maroc, les différentes villes au Maroc, la Hollande, le sud de la France. Là, je me dis, mais comment ils ont bougé pour aller chercher leur pain? Exact. Et nous, on est là, en train d'attendre que ça arrive. Je dis, mais non, en fait, c'est pas possible. Au contraire, utilisons ce qu'ils nous ont offert, tout, comme tu dis, le tapis rouge qu'ils nous ont déroulé, Ouais. ben on va l'utiliser. Pourquoi on ne l'utiliserait pas pour faire un retour au pays et finalement s'épanouir dans notre pays d'origine, tu vois? Et c'est vrai qu'au départ, maintenant, je pense que ça y est, les gens commencent à prendre conscience Exact, ouais. qu'il y a de belles possibilités au Maroc. Mais au départ, il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans, quand je disais bah, je vais partir vivre toute seule avec mes enfants au Maroc, à Marrakech, mais t'es une malade en fait. Qu'est-ce que tu vas aller faire toute seule là-bas? Exactement, moi c'est pareil. Qu'est-ce que tu vas aller... C'est pas possible, il n'y a pas de sécurité. Il y a pas... Or que c'est tout à fait le contraire. Moi, je me sens vraiment en sécurité au Maroc. Et pourtant, je suis venue toute seule avec mes Eh enfants. ouais, c'est ça le truc. J'ai jamais eu de problème ici. Après, je dis pas que c'est rose. Non. Et franchement, je vais pas dire que ça va, parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont regarder ce podcast. Ouais. Je vais pas dire que c'est sans prétention. Je vais pas dire que ça va arriver à tout le monde. Moi, ce que je dis, c'est si vous prenez cette décision-là, travaillez sur vous. Parce qu'en travaillant sur vous, en développant un autre mindset, ça nous permet, en fait, et puis en travaillant sa foi, la base, C'est sûr. la base Parce qu'on des sait bases. très bien que on peut faire ce qu'on veut, on peut avoir n'importe quel projet, on sait très bien que c'est... Ouais, c'est connexion, tu vois, connexion directe. On sait très bien qui décide à la finale. Voilà, c'est vraiment de travailler sa foi, parce que l'entrepreneuriat et le fait de venir au Maroc, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir une sacrée foi quand même. Ouais. Donc il y a tout un travail intérieur à faire, comme ça quand tu arrives, en fait, comme ta vibration, voilà, je vais parler un peu dans mon jargon, tu vois. Allez, vas-y. Comme ta vibration, elle est plus élevée parce que tes pensées et tes émotions, bah, ça crée en fait un champ électromagnétique, parce que tes pensées, en fait, elles émettent des ondes électriques, tes émotions, c'est des ondes magnétiques, et donc finalement, on vibre, on a une vibration Exactement. autour de nous, c'est comme ça, c'est comme le téléphone, on ne voit pas la vibration, Non, elle non, est là. Elle est là. Ben, nous, c'est Tu pareil. l'avais expliqué récemment. Je l'avais expliqué. Ouais, je me souviens. Et ça donc, m'avait fait, ça m'avait- on a un champ électromagnétique autour de nous. Et plus tu vas augmenter cette vibration par, si on parle en arabe, le tawakkul, la gratitude, la foi, tu vois, en une force supérieure. Moi, je vais dire en Dieu, pour ma part. Ben, ce qui se passe, c'est que ta vibration, elle augmente. Et quand ta vibration, elle augmente, tu commences à attirer personnes, opportunités, circonstances en fonction de ta vibration. Et donc, subhanallah, tu tombes sur des belles personnes. Si tu tombes pas sur des bonnes personnes, le tri se fait automatiquement. Et c'est génial, en fait. Je vais pas dire c'est magique, c'est... Faut le vivre. Faut le vivre, faut l'expérimenter. Voilà, la foi, elle s'expérimente. Mais moi... Ouais, en fait, tu es en perpétuelle remise en question pour justement passer à un niveau supérieur, être dans l'excellence. Et en fait, en vrai, si je peux me permettre, par rapport à cette crainte, c'est vrai que on le dit dans la religion, il faut avoir peur de Dieu et tout. Mais c'est vrai que moi, ces dernières années, je suis rentrée dans un chemin où je me dis, en fait, Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Et c'est-à-dire que toutes les expériences que l'on vit, parce qu'on est des humains, donc de toute façon, on fera des erreurs et on continuera à en faire. C'est comme ça.
Ça, j'apprends rien, je vous apprends rien. Mais c'est de se dire, finalement, Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Oui, c'est ça. Et donc, même si je fais quelque chose de mal, c'est pas qu'il va me punir, c'est qu'il va en fait me faire vivre une expérience de contraction pour que je ressente de la douleur, pour que je me remette en question. Exact. Tu vois. Et là, on est encore dans une autre démarche, parce que finalement, il nous aime, Bah oui, quoi qu'il arrive. bien sûr. Mais je comprends totalement Ouais. ta démarche et ça me parle. Okay. Ça me parle beaucoup. Mais tant mieux. C'est une parenthèse. Justement, cette parenthèse inattendue. C'est une parenthèse inattendue, mais c'est bien. On ne contrôle pas les choses, on est naturel. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et ça fait partie. Tu sais, pour moi, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Ça fait partie que ce soit des personnes qui soient musulmanes, qui ne soient pas musulmanes. Je veux dire, à partir du moment où tu te lances dans un projet, peu importe le projet, si tu n'as pas foi en cette force supérieure qui régit les choses, tu vis dans l'angoisse constamment. Dans mon travail, je suis nutrithérapeute, mais je suis aussi spécialisée au niveau de l'alignement neuro-émotionnel et au niveau du fait d'harmoniser ses émotions, tu vois. D'accord. Et quand j'accompagne ces personnes à, entre guillemets, gérer, j'aime pas trop ce terme, à gérer leurs émotions, gérer le stress, en fait, tu ne peux pas gérer ton stress, gérer ton angoisse, si tu ne crois pas en cette force supérieure. Parce que ça veut dire que tout repose sur mes épaules. Mais t'imagines la pression qu'on se met? C'est impossible. Franchement, c'est invivable. Et c'est comme ça qu'on tombe malade. Donc, cette dimension spirituelle au-delà de la religion, pour moi, c'est un pilier indispensable pour réaliser n'importe quel projet. Que ce soit une expatriation, que ce soit un projet de mariage, que ce soit un projet entrepreneurial, ça fait partie. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on en a parlé aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Je pense que c'est lié pour moi. Ça coule de source. Et justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quels sont aujourd'hui des obstacles et les problématiques que tu as rencontrées dans ton installation et dans ton activité pour t'installer, pas de manière technique, mais pour démarrer? Ok. Alors, pour moi, le plus grand des défis, c'était mes enfants. Parce que c'est une responsabilité. C'est une MNA, c'est une responsabilité. Donc, quand tu décides de t'expatrier en plus seul, tu prends cette décision, tu prends cette responsabilité de changer de pays, de changer d'environnement. Moi, je ne suis pas originaire de Marrakech, je suis du nord du Maroc. Donc, voilà, tu viens dans un terrain, même si c'est ton pays, ça reste un terrain inconnu. Et donc, il a fallu les scolariser. La première année, c'est pour ça que je parle et je vais vous saouler avec ça, mais le mindset, c'est que, tu sais, la première année, j'ai inscrit mes enfants dans une école et au départ, je suis super contente. Je me dis, super projet, sur papier, c'est nickel, c'est une nouvelle école, ça collait bien avec les valeurs, avec mes valeurs. Et donc, je me suis dit, génial, je vais mettre mes enfants dans cette école. Et finalement, après quelques mois, voilà, ça s'est pas passé comme on le voulait. Et j'ai dû prendre une décision par rapport à ça. Et donc, j'ai déscolarisé mes enfants de cette école. Heureusement, je les avais mis au CNED, qui est le système français d'enseignement en ligne, qui est officiel et réglementé. Et donc, j'ai enlevé mes enfants de l'école et j'ai dû les scolariser, entre guillemets, à la maison. J'ai fait appel à un prof, on s'est concerté entre parents. Et en fait, c'est pour ça que je parle du mindset, c'est que des difficultés, des challenges, il y en aura, en fait. La seule différence, c'est que quand ça t'arrive, tu te dis, OK, il va y avoir des solutions. Peut-être ces solutions, je ne les connais pas tout de suite. Ouais. Après, avec toi, ce que tu proposes, c'est bien parce que tu vas proposer tout un éventail de services, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des challenges, qu'il y ait des défis. Non, mais il y en aura. Moi, justement, lorsque je prends en charge une personne qui souhaite s'installer au Maroc, il faut déjà savoir si, dans combien de temps déjà, parce qu'il y a une question de temps, il y a une question aussi de mindset. Est-ce qu'elle est prête à quitter ses habitudes, sa famille, être un petit peu éloignée de sa famille, même si on est à 2h30 de vol, d'avion. Mais il y a tout cet aspect-là, comme tu dis, le mindset est très très important. C'est une autre mentalité, en fait. Il va conditionner l'installation.
Et c'est la gestion du stress aussi, parce que le mindset, c'est totalement une gestion du stress. Il faut accepter aussi de s'adapter à ce qui se fait au Maroc. Exactement, c'est une autre mentalité. Et en fait, quand tu viens avec cette approche-là, franchement, tu vis les choses différemment. Et c'est vrai que mon premier challenge, c'était les enfants, parce que je me disais, c'est une responsabilité. Mais en même temps, j'avais cette petite voix intérieure qui me disait, Hakima, t'inquiète pas, ça va aller. Ouais. Tu as pris la bonne décision. Reste aligné sur ta décision, parce que mes Bien sûr. enfants, ils commençaient à devenir ados. Donc, ouais, de temps en temps, c'est, ouais, franchement, tu as pris la mauvaise décision. Nous, on ne veut pas être ici. Parce que quand je me suis installée, il y a eu quelques mois, on était confinés. On n'a pas pu rentrer en Belgique. Moi, perso, j'étais best life. J'étais trop D'accord. contente. Ouais, t'as accepté. Moi, Ouais. voilà, c'était génial pour moi. Mais pour mes enfants, qui avaient l'habitude de l'environnement familial, ça a été quand même un challenge. Et donc, ouais, il fallait que je reste alignée sur ma décision et que je flanche pas par rapport à ça. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, mon fils, il a 17 ans et il me dit, mais maman, mais t'as pris la meilleure C'est décision. pas vrai. Ah, il kiffe. Il dit, parce il va probablement rentrer quand il aura fini. Après, on ne sait pas le alam, mais il va peut-être rentrer en Belgique dans 1 an et demi. Il me Pour dit, oh, ses études ouais, supérieures, ouais. Et il ça me arrive dit, souvent. Ouais. voilà, peut-être qu'il va rentrer. Il me dit, oh là là, j'appréhende le moment, on est bien ici. Ouais, bien sûr. Et or que quand il avait 14 ans, de temps en temps, il y avait des petites crises, tu Ouais, vois. ben oui. Et C'est donc, le ouais, temps de s'adapter. Hein. ça a été... C'est ça, hein, c'était le temps de s'adapter. C'est ça, le temps de Ouais. s'adapter. Et puis surtout, que les parents restent ancrés et alignés par rapport à leurs décisions. Et en fait, quand toi, tu te sens bien en tant que parent, Ouais. ça va d'office, finalement, Donner du impacter positif. les enfants. Exactement. Ce qu'on parlait tout à l'heure, ils absorbent. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui souhaitent s'installer au Maroc? Je conseillerais dans un premier temps, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, c'est de m'entourer de personnes qui ont fait cette démarche-là. Parce que ça va vous donner des raccourcis, en fait. Moi j'ai eu des raccourcis, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas eu cette occasion d'avoir un organisme comme le tien qui m'a accompagnée, mais j'ai été mise, alhamdoulilah, voilà, il y a eu des synchronicités, comme on dit, il y a eu des rencontres qui se sont faites au bon moment, Ouais. au bon endroit, où j'ai eu des facilités par rapport aux écoles, par rapport à plein de choses, par rapport au logement. Et donc, tout s'est enchaîné. Moi, j'ai pris ma décision en janvier 2021. En juillet, j'étais installée avec mes enfants. Ah oui, d'accord. Tu vois, en même pas 6 mois, j'étais installée. Donc, l'entourage, Ouais. pour moi, c'est vraiment ça. D'accord. C'est la clé. C'est primordial. Super. Merci en tout cas pour Bah, ton écoute, témoignage. merci beaucoup, Oussama. C'était un plaisir. On aurait pu encore parler pendant des heures. Voilà, Franchement, on n'a pas beaucoup parlé.